L'histoire se déroule dans un monde dont la vie s'est éteinte à la suite d'un seul incident. Mais il y avait des survivants. Et l'un d'eux, se promenant dans les rues abandonnées, a trouvé du vin qu'il avait l'intention de boire. Mais son partenaire a suggéré qu'il mourrait parce que cette bouteille est âgée d'environ 100 ans. Le vin devrait toutefois s'améliorer avec le temps. Cet alcool qu'il a pris des mains du squelette lui a permis de mourir avec un trésor aussi coûteux. Son ami cherchait toutes sortes de choses qu'il pourrait utiliser, mais il n'a trouvé qu'une photo qui traînait sur le sol. Mais soudain, ils ont remarqué que quelque chose venait vers eux. C'est un zombie qui erre dans les rues depuis des années. Il s'approcha d'eux en grognant, mais il était très lent. Son corps ressemblait encore un peu à un humain, mais il était entouré d'étranges lianes qui avaient poussé dans son corps. Ils l'ont regardé et ont immédiatement déterminé qu'il s'agissait d'un monstre de grande classe. On l'appelait la pierre de sang de Rogog, et le gros voulait immédiatement partir quand il l'a vu. Ils se sont disputés. Le rouquin était son capitaine, et il était mécontent de la décision de son partenaire, le capitaine ayant déjà tué 3 d'entre eux cette semaine. Ils ont commencé à décider lequel d'entre eux partirait, avec l'aide d'un jeu d'enfant ordinaire, pierre, ciseaux, papier, et une fois de plus, le capitaine a perdu, montrant un ciseau qui s'est écrasé sur le rocher du gros. La dispute est réglée, et son ami lui dit qu'il va rester pour l'instant et l'attendre. Le type se dirige vers lui. Il se présente, il est du département 9 de la gestion du royaume du musée du Louvre. Il a attiré leur attention en enfreignant la loi sur l'utilisation des reliques. Mais avant qu'il n'ait pu finir de parler, le monstre pointa ses lianes vers lui et commença à l'attaquer. Il n'a donc pas d'autre choix que d'utiliser l'amulette prévue à cet effet. Après l'avoir activée, des armes apparurent dans ses mains. Dans l'une se trouvait un pistolet magique et dans l'autre une épée. Il déchire toutes les barres qui enserrent son corps pour se donner une marge de manœuvre. Pour sauver sa vie, le monstre commença à préparer une seconde attaque, mais le commandant savait déjà comment y faire face. Et alors que la nouvelle vigne le visait déjà directement, il tira son pistolet magique qui contenait une balle froide. La glace commença à se répandre à une vitesse instantanée et atteignit rapidement le corps du monstre, le gelant finalement. Mais par chance, la tête du monstre bougeait encore et il était encore en vie. Et d'un seul coup d'épée enflammée, décapité la créature. En tombant au sol, la tête s'est immédiatement enflammée et a brûlé jusqu'au sol. Il a d'abord pensé à ce qu'il allait maintenant indiquer dans le rapport. La tête a disparu, mais voici le cristal qui a été laissé sur place. Il était très fatigué de son travail. Il voulait qu'on lui fournisse de nouveaux combattants. Et si cela n'arrivait pas, il allait quitter le service. En 2030, l'humanité a failli disparaître. La raison n'en est pas une guerre nucléaire ou la chute d'une météorite, mais la découverte d'une relique. Voici l'une d'entre elles. Il s'agit d'un bâton provenant de la statue de Zeus. Mais ce n'est pas un bâton ordinaire, c'est une relique. Les personnes dotées d'énergie pouvaient contrôler le pouvoir d'une relique, auquel ça. Ce bâton pouvait conférer à une personne le pouvoir de frapper la foudre. En d'autres termes, les reliques conféraient des super-pouvoirs aux gens. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que la Terre ne soit détruite. Mais pour l'instant, toutes les reliques sont conservées au royaume du musée du Louvre, quelque part à la périphérie du royaume du musée du Louvre, dans un centre commercial abandonné. 2 garçons regardèrent cette vidéo à la télévision. L'un d'eux lui a demandé s'il connaissait le gentil garçon à l'écran, car il lui semblait très familier. Le garçon regarde celui qui est à côté de lui, un homme entièrement bandé, et l'homme au bandage a dit que l'homme de la vidéo était lui. Tout cela se passe dans l'une des stations de métro où vivent les vagabonds. Situés sur les vestiges de la civilisation, seule l'entrée était visible de l'extérieur. Tout, ce qui se trouvait autour, ressemblait à un désert. Il monte à l'étage pour réfléchir. Il a souvent entendu dire que personne ne pouvait prédire l'avenir. Il n'aurait jamais pu imaginer ce qui s'était passé. Que l'étudiant le plus riche et le plus intelligent, également le meilleur diplômé, deviendrait le plus bas des bas, en un seul jour.
Tout s'est passé il y a quelques mois à l'académie, dans un cours de combat. Ce même garçon bandé a repoussé l'attaque de son adversaire. Profitant de sa confusion, j'ai réussi à le déjouer et à me placer dans son dos. Le but de la tâche était de déchirer le papier qui était scotché dans son dos. À la fin de sa formation, il a prêté serment. Il jure solennellement que la terre a été détruite, mais que 3 choses ont été préservées: les cafards, les escrocs et les fonctionnaires. Il s'est engagé à faire de son mieux pour restaurer ce monde perdu. Là, il est immédiatement accueilli par l'un des représentants du département RMD. Il l'a invité à se rendre dans son département numéro 1, SES technique, SES connaissances, et ses compétences étaient stupéfiantes. Il était le meilleur. C'est pourquoi il a revendiqué la place. À partir de ce moment-là, il a su que son avenir était tout tracé, car il voulait entrer dans la DGD dès le début. Et l'organisation s'est imposée à lui d'elle-même. En fait, il prétendait être le meilleur, mais en fin de compte, il faisait des échanges avec ses rivaux. Ce type a payé cher pour que d'autres perdent contre lui à chaque combat. Quelque temps après, il a rencontré 2 gars à la cantine et ils ont entamé une conversation. Il se demande pourquoi ils ont décidé d'aller à l'académie. La jeune fille a dit que son cousin se tenait à côté d'elle et qu'elle lui montrait le quartier, car il allait bientôt s'y inscrire. Le garçon s'appelait Pavio et la fille Alan. Elle se demandait aussi ce que On lui-même faisait ici. Il était ici pour une affaire importante. Le tournage était sur le point d'avoir lieu et il avait été choisi pour filmer une publicité qu'il tourne chaque année. Elle l'enviait beaucoup car il était issu d'une famille d'élite et avait souvent de telles opportunités. Mais il n'était pas d'accord. Il ne croyait pas à la bannière familiale ni à sa chance. Il ne louait que son habileté. Mais il y avait beaucoup de rumeurs autour de lui et elle les avait entendues, surtout celles qui disaient qu'il soudoyait ses adversaires. Il lui répond que c'est un CS courant, que ce sont les histoires habituelles des perdants, qu'il est envié. Elle a douté de beaucoup de choses, surtout de l'épreuve pratique, car l'épreuve théorique pouvait être éliminée. Elle ne comprenait pas comment il pouvait gagner, car On pouvait à peine gérer les antiguos. Son frère a demandé ce que signifiait ce mot. Il s'agit de vieux objets et de reliques qui ont des origines très différentes. Les reliques du passé sont des antiquités. La plupart d'entre elles sont très puissantes, mais sans énergie suffisante, elles sont difficiles à contrôler. Mais plus l'artefact est faible, plus il est facile à contrôler. Il s'agit généralement de reliques créées artificiellement. En règle générale, ils sont utilisés au tout début, puis remplacés par des antiquités au moment de l'obtention du diplôme. Mais On n'utilisait encore qu'une dague. Elle l'avait un peu énervé. Elle a dit que son niveau d'énergie était probablement au plus bas, puisqu'il utilisait un artefact aussi faible. Il lui a répondu avec la même impolitesse, lui rappelant qu'elle avait perdu le titre de meilleure élève, même avec de telles capacités. Alan commence à paniquer tandis que son frère rit doucement dans son dos. On a alors prétendu qu'il était très occupé et qu'il n'avait pas le temps de discuter avec elle. Il est parti faire une vidéo dans laquelle il dit que la destruction de la Terre n'était qu'une question de temps, mais qu'à présent, toutes les reliques seraient sous contrôle. Avec cette vidéo, il voulait inciter davantage de personnes à rapporter toutes les reliques qu'ils avaient trouvées. La vidéo s'est avérée excellente. C'est ce qu'a pensé le réalisateur. L'homme demanda à Ona dans quel service il allait s'engager. Mais les objectifs de Ona n'ont pas changé. Il voulait depuis longtemps être dans le quartier numéro 1 et être un défenseur du palais. L'homme savait ce qu'était cet endroit. Un endroit bien inutile à son avis. Il n'y avait pratiquement pas de travail. Et dans cet endroit, un étudiant talentueux comme On serait perdu. Après avoir réfléchi un peu, l'homme a dit qu'il était obligé d'aller dans le service numéro 9. Une telle nouvelle a beaucoup surpris On. Il ne s'agissait pas d'une suggestion, mais d'une déclaration. Le gars était en fait inscrit à l'école. Ce qui l'a rendu encore plus rancunier.
Parce que c'est le pire département, le département des perdants. L'homme l'a regardé droit dans les yeux, très perçant. Le ton de l'homme a immédiatement changé. Il a cessé de crier et s'est montré reconnaissant de l'opportunité qui lui était offerte, mais il a tout de même demandé à se rendre au département numéro 1. Le chancelier a prévenu le jeune homme qu'il risquait de perdre ses antiquités, ce qui signifie une chose. Le département numéro 1 ne prenait qu'un seul apprenti par an, et pour le choisir, il fallait passer un test dont l'enjeu était les antiquités du candidat. Il a demandé à l'homme, s'il est le numéro 1, de prendre le poste, à moins qu'il n'y ait un autre candidat. Il commença à poser de nombreuses questions sur l'identité de l'imposteur qui prétendait être lui. Ce n'était pas juste, il devrait régler cette question de manière équitable. La réponse du chancelier a été très surprenante. L'homme a déclaré que le demandeur était sa fille. Plusieurs jours se sont écoulés après cette conversation. On voyageait dans le désert et n'arrivait pas à s'y faire, avec l'obligation d'aller en Division 9, même s'il était le major de sa promotion. Ce qui lui déplaît encore plus, c'est que même s'il n'a pas été accepté dans l'escouade 1, pourquoi a-t-il été envoyé dans la pire escouade? Même s'il travaillait dur tous les jours, il était toujours considéré comme une ordure. Même le recrutement de l'équipe s'est déroulé quelque part dans le désert. On n'allait pas rester silencieux. Il allait immédiatement demander un transfert. Il semble qu'il n'y ait plus qu'à conduire. Mais une mine cachée dans le sable explose lorsqu'il passe sa roue dessus. Sa voiture s'est retournée, les roues se sont détachées et elle ne pouvait plus avancer. L'homme a survécu, mais il est resté inconscient pendant très longtemps. Au bout d'un moment, il s'est réveillé. Sa tête craquait fortement et il n'a pas réalisé tout de suite ce qui s'était passé. Un peu plus tard, il se souvient qu'il traverse le désert et qu'il risque d'être attaqué. Il leva les yeux et vit qu'il était en cage comme un esclave et qu'il y avait des gens vêtus d'habits étranges qui se promenaient autour de lui. Il a été kidnappé et déplacé dans un convoi de chevaux et de chariots avec d'autres personnes comme lui. Il n'avait qu'une question à poser. Quel genre de fou a osé kidnapper un fonctionnaire? Sur l'autre cage, il a vu un drapeau. Une organisation appelée le Faucon Rouge est à l'origine de cet enlèvement. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Les personnes derrière lui étaient également choquées, mais c'était le fait qu'il était réveillé. Cette organisation était très dangereuse, à tel point que même le royaume planifiait sa destruction. On pensait que s'il avait encore ces artefacts sur lui, il pourrait les repousser. Mais en regardant son épée, il n'en trouva aucun. Un autre prisonnier s'est approché de lui pour voir s'il allait bien. Il lui a dit que lorsqu'ils l'ont amené, il délirait beaucoup. Il a dit qu'il allait faire un rapport. Ensuite, il a vérifié qu'il portait bien un uniforme de fonctionnaire. Par la suite, il a précisé que, puisqu'il porte cet uniforme, cela signifie qu'il est membre de l'unité qui s'occupe des reliques. Les autres prisonniers les ont entendus parler de la présence d'une personne aussi importante dans la même cage qu'eux. Une seule chose les intéressait. Ils commençaient même à espérer que c'était vrai et que cet homme était avec eux pour les sauver. Mais de telles phrases n'ont fait que plonger Ona dans la confusion la plus totale. Les captifs se réjouissaient grandement d'être sûrs de survivre, qu'il était venu ici pour les sauver. Mais le garçon répondit que ce n'était pas comme ça, qu'il était un prisonnier comme eux. Il a ensuite posé une question très provocatrice. Qu'une personne aussi importante que lui puisse être comprise par certains criminels. Il devint nerveux et commença à trouver des excuses. Après tout, il était impossible qu'un serviteur aussi fort comprenne et leur promette qu'il les sauverait bientôt. Mais ensuite, il a entendu la voix de quelqu'un d'autre. Cette personne venait d'insulter tous les fonctionnaires et HN s'est retourné. Dans le coin de la cellule était assis un garçon aux yeux verts. Il semblait très jeune, mais il comprenait déjà comment le monde fonctionne. Comment fonctionne le pouvoir? On s'approcha de lui et commença à lui caresser la tête. Il se demanda ce qu'un si petit garçon faisait ici et où étaient ses parents pour le taquiner. Le garçon n'apprécia pas vraiment l'insolence. Il n'était pas là depuis les premières 24 heures.
Il laissa tomber sa main de sa tête. Ona, un peu agacée, décida de partir. Il y avait un autre petit enfant dans la cellule avec eux qui applaudissait très fort, ce qui a également agacé ce type. Il s'est ensuite adressé à cet enfant pour lui demander de lui emprunter un bâton qu'il avait depuis un certain temps. Un bâton à la main, il commence à s'approcher de la grille où se tient le garde. L'homme entendit des pas. Ils étaient deux, et l'un d'eux l'a menacé de rentrer plus tôt s'il ne voulait pas être battu. Il pointa le bâton vers eux, ce qui les fit rire. C'était une sorte de plaisanterie pour eux, puisqu'il avait décidé de les combattre avec. Mais ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Le bâton qu'il tenait dans sa main se mit à briller d'une lumière jaune éclatante. Le bois se transforma en une énorme épée d'acier. Grâce à sa taille, elle déchira cette prison d'acier en lambeaux lorsqu'elle apparut. C'était la première fois que Hong voyait une telle chose, qu'un petit enfant soit capable de transformer une brindille de bois en une arme aussi grande. Immédiatement après avoir pris l'arme, il l'a balancée en direction de ses agresseurs et a annoncé qu'il allait quitter l'endroit sur le champ. Les soldats ne savaient pas quoi faire. Ils pouvaient être exécutés en un instant. Mais il se passa quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. L'épée disparut avant d'atteindre sa cible. Le garçon lui-même était sous le choc de ce qui se passait maintenant et de ce qui s'était passé en premier lieu. Les captifs n'en sont pas moins abasourdis. Il venait de retrouver l'espoir, et en un instant, il s'est envolé. Tous regardent les gardes s'atteler à la tâche de le battre. Tous les prisonniers ont été amenés dans une grande fosse où des travaux d'excavation étaient en cours. Hun pensait qu'il s'agirait de quelque chose comme ça, mais il n'imaginait pas que ce serait à une telle échelle. Le petit garçon s'est promené après l'incident et a posé des questions aux anciens. Il voulait savoir s'il serait vraiment sauvé. Une femme lui a dit que le conservateur et le garçon avaient l'air très forts et qu'il serait certainement sauvé. Tout le monde autour de lui se retourna pour regarder Ona avec des yeux pleins d'espoir, mais cela ne fit qu'accroître son embarras. Il ne lui restait plus qu'à continuer à jouer le rôle. Il leur avait promis de les détruire tous en une seule fois. Seulement, il avait besoin d'un peu de temps. Soudain, les gardes s'approchèrent de la cage par derrière et demandèrent à tout le monde de sortir, car ils étaient déjà arrivés au bon endroit. Mais On avait peur. Il venait de les menacer de mort, mais il espérait maintenant qu'ils ne l'avaient pas entendu. À la suite de l'incident de l'épée, ce garçon a été complètement ligoté pour qu'il ne cause plus d'ennui, et il est resté près de lui. Le gardien qui est arrivé a rapporté ce qui s'était passé et a révélé qu'il avait confisqué l'arme et que le maître chien avait été capturé. Lorsqu'il a entendu cela, il a dit qu'il fallait plutôt l'emmener au chef et mettre le délinquant au cachot. Une réunion a eu lieu entre le patron et le maître chien. Le type s'est immédiatement montré amical et s'est présenté. Il s'appelait Hon Yut et occupait un poste au sein de l'appareil de gestion des reliques de l'État. Il était également très diplômé et a demandé à s'occuper de lui. Le patron avait l'air très étrange. Il ressemblait fortement à un fou, mais il était aussi amical et a dit bonjour au conservateur. Cette attitude amicale suscite beaucoup de méfiance chez Ona. Il comprit tout de suite que le fou faisait semblant. En observant son visage, il comprit que cet homme était souvent en contact avec des reliques. C'est pourquoi ses yeux étaient si dangereux. L'homme se met à tourner sur lui-même, comme s'il dansait, et pose des questions en parallèle. Il en conclut que puisqu'il était fonctionnaire, il avait beaucoup de pouvoir. Ashin essaya de jouer le jeu avec lui pour trouver un moyen de quitter cet endroit. Ce fou ne s'est pas rangé du côté de On, mais a simplement dit qu'il travaillerait ici comme tout le monde. Après tout, leur divinité ne tardera pas à ressusciter, et la faction du Faucon Rouge deviendrait dominante. Mais à ce moment-là, On entendit un coup provenant de la bouche d'aération du plafond. L'homme a été choqué lorsqu'il a vu qui était là. Le même garçon qui avait été envoyé en cellule d'isolement était là. On
commença à essayer de le dissuader de faire quoi que ce soit maintenant, pour ne pas aggraver la situation. Mais il ne put rien lui dire et fit un geste. À ce moment-là, le garçon pensa qu'il s'agissait d'une attaque conjointe, juste pour compter les 5 secondes. Il a commencé à compter. Le conservateur a fait de son mieux pour lui faire comprendre qu'il devait choisir le bon moment. Mais lorsqu'il a compté jusqu'à 1, il a sauté et a donné un coup de pied au patron. Con s'est rendu compte que la situation prenait une très mauvaise tournure. Le fou a été frappé au visage. Mais le coup n'a pas été assez fort pour l'assommer. Le gamin faisait tellement de bruit que On n'en pouvait plus et commença à lui crier dessus pour un acte aussi stupide. Après tout, maintenant il ne pourrait plus s'échapper. Les gardes viendraient au bruit. Le chef fou a commencé à se lever du sol. Il a crié qu'il y avait un prisonnier ici, et pourquoi l'extérieur ne l'avait pas remarqué. Le garçon regarda cet homme étrange. À son avis, il avait seulement l'air fort, mais en réalité, il était juste stupide. Mais comme le disait Ahun, il n'avait l'air faible que parce que sa relique venait d'être brisée. 2 minutes plus tard, le service de sécurité est entré en courant dans la pièce. Il avait l'air un peu abîmé, ce qu'ils ont tout de suite remarqué. La présomption s'est portée sur les 2 seuls hommes qui étaient présents et ils ont donc été punis avec la plus grande sévérité. Le lendemain, tous les prisonniers ont été forcés de travailler dans cette mine. On et ce garçon ont également été forcés de travailler. La procédure la plus difficile leur a été imposée en raison de leur délit. Ils ont traîné un chariot de terre jusqu'au sommet. On n'a pas cessé de réprimander le garçon. Il ne lui demande pas d'agir, mais de commencer par réfléchir. Mais l'homme a essayé de rester sur ses positions. Il n'allait pas se contenter de baisser la tête devant eux. C'est alors que le conservateur a décidé de lui indiquer la marche à suivre. Après tout, pour gagner, il fallait étudier l'adversaire et en savoir plus sur ses capacités. Et même s'il était possible de les attaquer, il fallait encore en apprendre plus sur leurs reliques. Le garçon était encore trop jeune et ne connaissait pas les choses insignifiantes, de sorte que de telles informations le surprirent grandement. Ils atteignent le sommet et déchargent le chariot de sable. Ils étaient très fatigués et décidèrent de se reposer. Owen demanda quel type d'épée ce type utilisait. D'après lui, c'était une épée à péto. Puis Ona a posé une autre question. Pourrait-il l'utiliser à nouveau? Mais il s'est avéré qu'il ne pouvait l'utiliser qu'une fois par semaine et qu'il avait calculé le temps, de sorte qu'il serait en mesure de l'invoquer à nouveau assez rapidement. On ne comprenait toujours pas grand-chose à la conversation, mais il a précisé qu'il pourrait l'utiliser à nouveau demain. Le garçon ne lui dit rien, se contentant de hocher la tête, confirmant ainsi sa supposition. L'homme avait un plan. Il n'avait plus qu'à attendre un jour de plus. Ensuite, il s'est rendu compte que l'organisation la plus dangereuse pour eux était celle qui avait une mauvaise réputation. Le Faucon Rouge. Et s'ils réussissent à les faire tomber, Ona aura une chance. Il peut tout à fait être transféré dans la première équipe. Le garçon lui a demandé pourquoi il voulait aller là. Parce que c'était ennuyeux. Tous les gens qui s'y trouvaient étaient des employés de bureau ordinaires. On fut surpris par les connaissances du garçon. Il était bien informé pour son âge. Il a vérifié auprès de lui. Peut-être voulait-il devenir candidat au service public, puisqu'il s'intéressait tant aux reliques. Le garçon se retourna et répondit qu'il n'avait jamais entendu de bêtises plus stupides. Mais soudain, quelque chose s'est produit et il est tombé à terre, complètement immobilisé. Il n'est pas le seul à avoir perdu connaissance. Tous les captifs qui se trouvaient à proximité sont également tombés inconscients. Ce n'était pas un hasard. Ce fou pratiquait une sorte de rituel qui avait probablement provoqué une telle chute de la force des gens. Con regarda les autres et ne vit que de l'énergie sortir d'eux, un peu à la fois. C'était comme si elle était drainée. Soudain, la même chose lui arriva. Sa force commença à le quitter également. Il réfléchit un moment et se rendit compte que ces coquins avaient prévu depuis le début de les enterrer ici et de s'emparer de leur force vitale. On comprenait maintenant ce que le fou avait voulu dire en affirmant que leur dieu tutélaire
se réveillerait bientôt. Le fou avait probablement été contraint de creuser juste pour gagner du temps. Comme ils étaient fatigués, ils n'ont pas remarqué tout de suite ce qui se passait autour d'eux. Mais soudain, le garçon s'est réveillé. Il a commencé à se lever un peu. C'est alors qu'il vit un crâne juste devant lui. Apparemment, ce n'était pas la première fois que de tels rites étaient pratiqués ici. On dit qu'ils sont en train de changer les plans. Ils n'ont pas le temps d'attendre demain. Mais le garçon ne comprenait pas comment faire pour que tout se réalise, car ils avaient amené un grand nombre de personnes avec eux. Ils n'ont que très peu d'options, et le garçon veut savoir ce qu'ils vont faire. Le petit garçon commença à deviner, à la vue du visage de On, qu'il avait compris ce qu'il était en train de faire. À ce moment-là, le fou maintenait le rituel à l'aide d'une relique très ancienne. Il vénère et invoque la divinité qu'il a cherchée pendant toutes ces longues années et à laquelle il a accordé la vie des hommes. Soudain, un portail vers un autre monde s'ouvrit et une main apparut, dont l'essence n'était pas claire, mais qui ressemblait à quelque chose de démoniaque. Mais cette créature n'a pas apprécié les efforts de son invocateur. Elle a abrégé sa vie à cause de sa faim inextinguible. À ce moment-là, les gardes se sont précipités vers leur supérieur pour lui annoncer la terrible nouvelle. Les deux garçons avaient disparu, mais lorsqu'ils sont entrés dans cette pièce, ils n'ont vu qu'une mare de sang et la partie du corps qui restait de leur chef. Lorsqu'ils ont levé la tête et qu'une grande ombre est tombée sur eux, la divinité était déjà là. Au même moment, près d'un grand flanc de montagne qui ressemblait à une grande fosse sacrificielle. Debout, il y avait des gens qui étaient jetés à terre l'un après l'autre. Ce sont les prisonniers qui ont survécu, ceux qui avaient encore un peu d'énergie. Deux voyous se tenaient là et les narguaient. Ils leur demandent de se dépêcher, sinon ils les jetteront eux-mêmes en bas. L'un des prisonniers a commencé à être impertinent pour gagner du temps. Il les a traités de fonctionnaires en plaisantant. Mais ces gars-là n'étaient pas du tout comme ça, et une telle déclaration les a fait rire aux éclats. Il les a regardés d'un air perplexe et a ajouté que quelques minutes de plus et notre maître chien les sauverait. Mais ce grand gaillard pensait que c'était du bluff. Il a dit que ce type s'était enfui il y a longtemps pour sauver sa vie. Il ne se soucie d'aucun d'entre vous. Cette hypothèse s'est avérée complètement erronée, et à ce moment-là, Aon était derrière son dos. Il le prend au dépourvu et lui assène un puissant coup de poing au visage. Alors que le premier garde vole tout droit dans la gorge, le second garde ne réagit pas à temps et reçoit un coup de pied tout aussi puissant dans le dos de la part du second garçon. Les deux malheureux étaient en train de dégringoler et n'allaient pas pouvoir s'en sortir rapidement. Les visages des garçons changent, ils sont ravis de son apparition et de la réussite de leur plan. Puis Junior a demandé pourquoi tout le monde pensait toujours que Ashon allait s'échapper seul. Mais il n'avait pas de réponse. Il se posait lui-même la question. 30 minutes auparavant, deux hommes discutaient de ce qu'ils devaient faire et de leur plan. On n'a rien trouvé d'extraordinaire. Son seul mouvement a été d'attaquer les gardes. Le garçon regarda Ona avec une grande surprise. Et le conservateur lui demanda alors pourquoi il le regardait ainsi. Pour le garçon, ces paroles étaient très inattendues. Mais il pensait que le plan serait de s'enfuir. Mais l'orgueil de Ona l'en empêchait. S'il s'enfuyait seul, beaucoup de rumeurs et de calomnies circuleraient autour de lui. Il a imaginé cette honte pendant un instant. Et puis, une place dans la section Nin serait vraie pour lui. Ces pensées le firent immédiatement paniquer. Il ne savait pas s'il aurait été préférable d'être ici ou de pourrir dans ce département s'il n'avait pas été kidnappé. Ils ont été séparés de ce groupe de personnes. Mais le garçon se comportait bizarrement. Il commençait à sauter sur place sans raison. On se retourna pour dire qu'ils devaient dépenser toute leur énergie maintenant pour trouver leur relique. Mais quand il vit ce qu'il faisait, Boy fut choqué. Mais le garçon commença à sentir son corps redevenir normal. Il ne sentait plus la lourdeur qu'il avait lorsque leur énergie avait été drainée. Le conservateur l'a remarqué et, en effet, il n'avait plus de force
et son corps semblait beaucoup plus léger. Cela ne signifiait qu'une chose. Soit quelqu'un avait stoppé les effets de la relique, soit il l'avait imprégné de suffisamment de pouvoir. Il voulait encore y réfléchir, mais il y eut soudain une grande explosion, comme si quelque chose de gros était tombé sur le sol. Les gens ordinaires et les gardes ont commencé à s'enfuir, car quelque chose les effrayait beaucoup. Soudain, le nuage de poussière se dissipa, et derrière lui se trouvait un monstre étrange et énorme. Il avait l'air terrifiant et était la divinité que la secte poursuivait. Ce monstre ressemblait à un mutant, avec un corps de lézard et une crête en forme de couronne. Grâce aux connaissances qu'il a acquises après son entraînement, Keun a compris que ce n'était rien d'autre qu'un basilic. Le garçon est choqué. Comment une telle créature, dont il n'avait entendu parler que dans les mythes, pouvait-elle se trouver ici? C'était clair. Il s'agissait de la relique que ce fou vénérait. Mais il n'a pas pu contrôler l'énergie qu'elle avait accumulée, si bien qu'elle est devenue incontrôlable. Pendant qu'il parlait de lui, ce monstre est passé à côté d'eux et les a immédiatement repérés. La situation était dans l'impasse et il était urgent de déterminer la marche à suivre. La première chose qui leur vint à l'esprit fut de courir. Après tout, le basilic avait déjà commencé son attaque et les frappait avec sa queue. Des pierres ont commencé à voler dans toutes les directions et l'une d'elles a failli écraser On. Il s'est passé trop de choses depuis qu'il a été affecté à la section Nin. Il n'y avait qu'une seule bonne nouvelle dans tout cela. La secte du Faucon Rouge avait été gravement endommagée, mais ils n'étaient pas les seuls. Les captifs habituels étaient également rattrapés par le basilic. Certains gisaient déjà morts. Les gardes du Faucon Rouge ont tenté de sauver leur vie en s'enfuyant. On commence à analyser la situation. Le basilic ne s'attaque qu'à des citoyens ordinaires de manière ciblée. Tout cela était très étrange et déroutant, car pour un tel monstre, ils ressemblaient tous à des insectes. Mais en un instant, le garçon a tout compris. Le Faucon Rouge avait des chapeaux spéciaux sur la tête qui ressemblaient à la couronne d'un basilic. Il a immédiatement fait part à son ami de sa conjecture, que ces gens portaient des chapeaux avec des plumes rouges. Kon lui a demandé de regarder de plus près les actions du monstre. Il n'attaquait pas ses voleurs, mais seulement ceux qui avaient été capturés comme eux. Le garçon écoutait, mais l'apparence du monstre restait très étrange. Selon les légendes, le basilic est né d'un œuf de poule, et le cri du coq était son point faible. C'est probablement pour cette raison qu'il essayait d'éviter les personnes ayant un peigne sur la tête. Le basilic avait été convoqué artificiellement. Il s'est donc avéré très stupide. Mais les garçons avaient une autre question. Ils devaient maintenant obtenir des chapeaux comme celui-ci. Le garçon était persuadé que c'était impossible dans cette situation. Mais On pensait autrement et ordonna. Le garçon a dit aux gens de s'enfuir rapidement et il est parti dans une autre direction. Mais il n'a jamais dit où. Il a demandé à ceux que l'on s'en remette à lui, parce qu'il était le meilleur diplômé et qu'il était arrivé premier à l'examen écrit, et qu'il avait un grand projet. Il se dirigea vers la pièce où le monstre avait été invoqué. Il savait que les reliques invoquées avaient une chose en commun, qu'il doit y avoir quelque part un support qui indique l'identité de la relique. Lorsqu'il arriva à la salle d'invocation, il trouva un artefact flottant dans l'air, émettant de brillants rayons de lumière sacrée. C'était le support qu'il cherchait. Il s'est emparé d'une lampe en fer qui se trouvait à proximité. Il n'avait plus qu'à la détruire. Lorsqu'il s'en approche en courant, il voit la mare de sang dans laquelle gît le fou. Cet idiot a invoqué une relique qu'il ne pouvait pas manipuler. Si c'était si facile, les gens auraient appris à le faire depuis longtemps. Il n'a pas beaucoup de temps pour raisonner. Les gens ordinaires sont encore en danger. Il décide donc de frapper le milieu. Mais cela n'a pas été aussi facile. Le bâton a rebondi sur lui. Au même moment, le basilic se déchaîna encore plus violemment et détruisit tout ce qui l'entourait. Le garçon s'est occupé de la course et a pu obtenir des chapeaux pour les gens. Mais soudain, le monstre surgit juste derrière lui, détruisant un énorme mur. L'homme est choqué par cette surprise, puis il se mit à cracher des flammes par la bouche et à viser exactement le garçon.
Il réussit à se mettre à l'abri derrière le rocher le plus proche. Mais cette capacité du basilic le surprit encore plus. Lorsque les flammes se sont calmées, le garçon a sorti un peu la tête pour voir si le monstre était parti et s'il pouvait changer de cachette. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a simplement attendu. Et au bon moment, il a frappé cet endroit avec sa queue. L'impact a été fort et a quand même rattrapé le gars. Il a été projeté à quelques mètres de cet endroit. Le basilic était beaucoup plus intelligent qu'il ne le pensait et sa vitesse était grande pour sa taille. Il parvint rapidement à atteindre le garçon et à presque l'attraper avec sa patte. Mais soudain, il sentit quelque chose et arrêta son attaque juste devant le visage du garçon. L'attention du basilic était maintenant concentrée sur un point très différent. Il a senti que son deuxième point vulnérable était tout proche et qu'il fallait le protéger. On courut avec le médium dans les mains. L'âme du basilic était entre les mains de ce type et le monstre a mis toute sa force à le capturer. Même si On était très effrayé, il n'a pas cessé d'agir. Il avait un plan brillant. Le garçon profita du fait que la créature était très grande pour s'engouffrer dans une étroite crevasse de la montagne. Il s'est passé exactement comme il l'avait prévu. Le monstre a enfoncé sa tête à l'intérieur. Il avait réussi à attirer son attention et à l'empêcher de tuer ce garçon. Mais il ne pourrait pas le fuir tout le temps. Il aurait dû faire quelque chose pour la relique. Il se retourna pour voir si l'animal le suivait toujours, mais il n'y avait personne à ce moment-là. Soudain, cette puissante créature se vit pousser des ailes, évoluant de plus en plus vite à chaque fois. Et elle s'est envolée vers les falaises. Elle se mit à cracher du feu, ce qui le surprit encore plus. Puis, elle atterrit sur le sol avec un grand bruit sourd, juste devant On. Le garçon ne savait pas quoi faire ensuite, alors il a essayé de lui parler. Il essaya de le convaincre qu'il était maudit et qu'il n'aimerait pas ce goût, mais rien n'y fit, et l'entité se mit à pousser un cri aigu qui frappa durement mes tympans. Et au moment où il passait à l'action et voulait avaler Ona, un garçon s'est interposé et a placé un bâton dans sa clé, l'empêchant de fermer la bouche. Cette fois, le garçon lui-même commença à reprocher à Ona son imprudence. Il avait fait l'impensable, même sans la relique, c'était très dangereux. Mais la lance n'était pas très solide, et le basilic, en ajoutant un peu d'effort, la brisa. On se leva et réalisa qu'ils pouvaient tous les deux mourir ici maintenant, et que le fait que ce gamin soit venu ne changerait rien, car il ne pouvait pas encore utiliser sa relique. Mais cela faisait longtemps qu'il n'avait pas veillé toute la nuit, et qu'il n'avait pas remarqué que la journée avait filé. Aujourd'hui, c'était différent. Il s'était écoulé suffisamment de temps pour réveiller l'épée d'Apéto. Le garçon prit la lance brisée dans sa main et commença à utiliser le sort. Dès que la lueur disparut, une énorme épée comme la dernière fois apparut dans sa main. Elle dépassait même la taille d'un basilic. Ce type a coupé le corps de ce monstre en deux d'un seul coup de poing. La partie de sa tête avec l'avant de ses bras tombait plus près de l'homme que son dos. Mais il n'a pas pris sa vie tout de suite. Il pouvait encore bouger. Et il a réagi immédiatement et a griffé le sol, se rapprochant du garçon. Mais il savait que c'était ce qui allait se passer, parce qu'elle absorbait son énergie. Et il n'était pas vraiment un homme très simple. Il transforma cette épée en une autre arme. Cette fois-ci, une lance aussi puissante que l'épée. On fut choqué par ce qu'il vit. Ce garçon avait une autre relique. C'était impossible. Après tout, même parmi les fonctionnaires du gouvernement, personne ne possédait autant de reliques. Même ceux qui étaient considérés comme incroyablement talentueux et qui possédaient plus d'une relique se comptaient sur les doigts. Il a balancé et jeté cette lance avec une grande force en plein dans la tête de ce monstre. Elle lui a traversé le corps. Il aurait dû être mort après cela. La preuve en est que la relique qui contenait l'essence de ce monstre commença à se fissurer et finit par s'effondrer. On ne se rendait pas compte du type de personne qui se trouvait avec lui, ni de l'identité de cet enfant. Mais il vit une mallette à côté de lui et décida d'y jeter un coup d'œil. Il en sortit un uniforme de fonctionnaire comme celui qu'il portait. L'homme s'est approché de lui en lui demandant agressivement pourquoi
il examinait son uniforme de si près et l'a récupéré pour lui-même. Ensuite, On a été confus parce qu'il l'avait traité de manière inappropriée auparavant et a décidé de remédier à cette situation par la familiarité. Le garçon a jeté son uniforme sur ses épaules et a dit « Je suppose que vous ne me connaissez pas. Je suppose que vous ne me connaissez pas. Je suis Oz, un conservateur du 2e degré de la 9e division, royaume des musées, ce qui signifie qu'il était plus gradé que lui. » Au bout d'un moment, ils se mirent en route vers la ville. On décida de lui demander pourquoi il avait caché son identité, car s'il l'avait su, il se serait comporté différemment et aurait obéi à ses ordres. Osé était un peu perturbé, car le type devenait un peu trop poli. Il se sentait mal pour toutes les choses qu'il avait dites auparavant lorsqu'il avait humilié ce qui semblait être un homme plus âgé et voulait maintenant se racheter de toutes les manières possibles. Il ne voulait pas qu'Oz pense du mal de lui. Il le respectait, et encore plus en voyant ses capacités. Il a même essayé de soulager la tension dans son dos et de lui faire un massage. Mais Osé a refusé. Il était plus ennuyé par le fait que le chariot tremblait. Puis il descendit et ordonna aux 2 voleurs déjà battus de rouler plus prudemment, car le vieil homme se sentait mal à l'aise. Un peu plus tard, ils arrivent dans l'une des 7 villes de Louvra, où se trouve le quartier général de la 9e division. Cette ville s'appelait Coco Parsi et était la plus grande ville alimentaire pour laquelle elle était célèbre. Ils marchèrent dans ces rues et On s'émerveilla beaucoup. C'était la première fois qu'il y allait. Pour une raison ou une autre, la fin d'une ère aussi prospère était arrivée. Soudain, des événements étranges se sont produits et ont bouleversé le monde, notamment un changement climatique spectaculaire dans l'environnement de la région. L'une des villes qui a reçu de l'aide est Coco Parsi, grâce à une variété de denrées alimentaires provenant d'autres villages. Cette ville en développement est devenue l'une des plus grandes villes de Louvra, où l'on trouve la meilleure cuisine. La première chose qu'ils ont faite a été de se rendre dans un endroit agréable pour manger de la bonne nourriture. Cette ville était si célèbre, mais On n'y était jamais venu auparavant, et maintenant il marchait dans la rue et mangeait de la nourriture qui lui était étrangère. Depuis sa naissance, il n'avait jamais voyagé en dehors de sa ville et n'avait jamais goûté à une nourriture aussi délicieuse. Ils continuèrent à marcher tranquillement, mais On commença à remarquer que tous les gens qu'il croisait les regardaient très attentivement. Mais il n'y avait pas que le gars, c'était plus intéressant que ça. Les gens les regardaient de cette façon parce qu'ils portaient des uniformes. Les 2 filles qui les ont aperçus ont immédiatement couru vers le jeune homme et lui ont demandé de prendre une photo. Après tout, il y avait un fonctionnaire devant elles. Tout cela était dû au fait qu'il n'y avait plus rien de plus important que la nourriture dans ce monde, et qu'aucun gang ne visait cette ville. Parfois, et même très souvent, il n'y a pas de fonctionnaires dans cette ville. Mais cela n'en fait pas un endroit dangereux. Même dans les villages éloignés, il n'y a pas de criminalité. Ce n'était pas ce à quoi Owen s'attendait. Il a supposé une division. C'est n'importe quoi, mais il était trop tard pour lui. Il avait déjà dit des choses désagréables. À ce moment-là, Oz lève la tête et annonce qu'ils sont arrivés au quartier général. On pensait que la section 9 était la pire unité de tout le pays. Il se trouve devant un immense château qui abrite les fonctionnaires. Le jeune conservateur est surpris par cette taille. C'était très différent de ce qu'il avait imaginé. Il avait supposé qu'il ne verrait qu'un entrepôt puant ou quelque chose de similaire. Il pense alors que c'est pour cela que M. Rector l'a envoyé ici pour apporter des changements révolutionnaires à l'unité Nin. On se mit à pleurer devant tant de reconnaissance et à regretter d'avoir mal vu son recteur. Mais Oz le distrait et lui dit que ce n'est pas leur quartier général. Il s'agissait du quartier général de la division 7. Con a ensuite demandé où se trouvait leur quartier général. C'est alors qu'Osé a pointé du doigt le conteneur que la recrue avait imaginé. Pour certaines raisons, les sièges des 2 divisions ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Mais presque toutes les affaires de Coco Parsi
sont traités par les deux divisions. On s'enfonce dans le marasme. Il espère vraiment que ses filles ne sont pas en train de prendre des photos avec lui parce qu'elles pensent qu'il fait partie de la division 7. En ouvrant les portes, OZ confirme son intuition qu'ils ont été confondus. Ils commencèrent à descendre les escaliers dans les profondeurs de la terre. Mais quand ils y arrivèrent, la première chose que IN vit, c'était le bordel total. Quelqu'un dormait, 2 personnes étaient assises et buvaient à une table. L'un d'entre eux était en train de discuter avec quelqu'un au téléphone. C'était tout simplement horrible. Et le frère et la sœur se battaient devant tout le monde, juste parce qu'ils ne partageaient pas une glace. C'était un endroit absurde, qui ne correspondait pas à la description d'une entreprise publique. Ils étaient très inquiets, car ils n'arrivaient pas à contacter OZ, alors qu'ils venaient juste de partir pour une quête de niveau C. Mais selon lui, cette quête était bien plus dangereuse, car il y avait même un monstre ressemblant à un poulet. C'était terrifiant. Il est abordé par 2 autres filles de leur 9e division. Celle de gauche était Rosie Jamie et l'autre était Emily Blanche. Rosie se demandait s'il savait quelque chose sur Marco, car il était allé à la rencontre du nouveau et était lui-même perdu. Mais Oza n'avait pas de réponse. On lui-même s'est rendu à la table où était assis le chef et s'est présenté. Il a été inscrit ici il y a 4 jours. Le vice-chef de gauche, Jopo Hort, lui a demandé d'être un peu plus détendu et de n'avoir peur de personne. Et l'homme à la cicatrice était le chef, Dean Jerg. Il a également salué le jeune homme en retour. On avait beaucoup entendu parler de lui. C'était une légende parmi tous les étudiants. Cela flatte un peu le capitaine, qui évoque même le fait qu'il reste une légende et que l'équipe ne l'appelle plus ainsi. Dean Jerk pouvait contrôler 2 antiquités dès ses années de lycée. Il a également quitté la première division et est devenu un leader lorsqu'il a rejoint la 9e. Il était tellement imprévisible. Ils regardent tous le dossier que Con leur a remis. Ils étaient agréablement surpris qu'un étudiant aussi talentueux leur ait été envoyé. Il avait toutes les notes A+. Le jeune homme reste un peu morose et annonce sérieusement qu'il ne restera de toute façon pas longtemps dans cette division. Tous les gars qui se trouvaient à proximité sont restés bouche bée pendant un moment et n'ont pas pu dire quoi que ce soit. Une nouvelle aussi dure les ayant choqués. Dean se lève alors de son bureau. L'atmosphère est un peu tendue, mais il continua en souriant. Qu'il réagisse ainsi, il aimait bien les ambitieux comme ça. Ensuite, P. Evenstar s'est approché de lui et lui a chuchoté à l'oreille. Leur chef s'est comporté de la sorte uniquement parce que leur division n'est pas au mieux de sa forme en ce moment et que s'en prendre aux nouveaux arrivants peut avoir des conséquences néfastes. Le vice-chef m'a alors dit qu'il avait probablement déjà entendu On. Mais la différence entre la 7e et la 9e division était énorme. Tout cela parce que la 7e avait plus de touches, une clé royale. Il s'agit de la clé que la division a reçue de la famille royale pour avoir accompli une quête avec succès. Cette clé pouvait ouvrir le coffre au trésor de Luvra. Mais la clé était en fait un laissez-passer pour utiliser l'argent et les reliques. Elle pouvait également être utilisée pour déterminer la classe de division des reliques. On était curieux de connaître l'ampleur de la pénurie de clés dans ce département. Leader Diane était un peu embarrassé et a décidé de lui montrer comment les choses se passaient. D'après le rapport de l'année dernière, la première division est en tête avec un score de 146 clés. Vient ensuite la 4e division avec 78 clés. Et en 3e position, la 2e division avec 75 clés. Lorsque l'armoire secrète s'est ouverte, Owen a vu et a été choqué. Il n'y avait qu'une seule clé suspendue. Soudain, un grand bruit retentit de l'autre côté de la pièce. Le mur s'est littéralement effondré. Tous les membres du département ont commencé à se disperser pour trouver un abri plus rapidement. Celui qui franchit le mur est Arkio Werner, chef de la 7e division. Il s'en prend immédiatement au chef de la DINA et demande à être présenté,
car il n'a pas payé son loyer depuis plus de 6 mois. Les garçons se cachèrent derrière le canapé. On avait entendu parler de cet homme, mais quelque chose ne collait pas. Cet homme était connu pour sa douceur de cœur, mais là, il avait l'air très grossier. Oz lui demanda alors de se taire, car s'ils étaient découverts, ils seraient finis. Arkio a immédiatement trouvé le vice-chef, il a pu le soulever au-dessus de lui et lui a demandé d'abandonner l'endroit où se cachait le Dean. Jopo n'a pas d'autre choix et désigne immédiatement la table derrière laquelle s'abrite son chef. Diayen essaya de rester assis, cette situation tombait mal, sa réputation allait être bafouée devant le nouveau venu. Arkio n'était ici qu'à cause d'un incident. Il avait entendu une rumeur selon laquelle les gars de la section 9 se faisaient passer pour des employés de la section 7 et prenaient des photos avec les habitants de la ville. Mais cela ne le dérange pas beaucoup lorsqu'il voit la clé d'or. Il s'en empara rapidement et disparut. Dean était très attristé de voir que la dernière de leurs clés avait été emportée. L'un des membres de la 9e escouade s'est approché de lui et lui a annoncé la triste nouvelle. Même s'il voulait partir, il ne pourrait le faire que 3 mois plus tard. Mais en regardant la situation actuelle, la division pourrait disparaître dans 1 mois. On est choqué. Si l'équipe se sépare, que deviendront-ils? Mais d'une voix calme, Emily dit qu'ils deviendront simplement des chômeurs. Dean demande anxieusement à tout le monde de se calmer et de ne pas trop réfléchir. Il leur demande d'accueillir le nouveau venu et de l'accepter dans leur rang. Mais l'un d'entre eux, celui qui dormait, a pris position, qu'il était contre le fait de l'accepter et qu'il pensait que la meilleure chose à faire était de le refuser. Il a étudié son dossier et il a trouvé quelques incohérences. Il y est dit qu'il a remporté la première place au tournoi de fin d'études, mais il n'avait utilisé que des artefacts, ceux qui semblaient suspects. Mais leur équipe n'était pas en mesure de choisir et de s'en prendre aux nouveaux venus. Mais c'est aussi pour cela qu'il ne pouvait pas accepter sans réfléchir un débutant inutile comme lui. C'est ce que pensait cet homme. Il m'a demandé de réfléchir à nouveau. Ce type venait d'une bonne famille, mais il s'est retrouvé ici. Le recteur n'aurait jamais envoyé un très bon élève chez eux de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sûr que ce type avait un problème. Le frère et la sœur ont été scandalisés par ce comportement de leurs collègues. Ils ont jugé le comportement de Mighty trop scandaleux. Ils ont supposé que l'étudiant était ici par sa propre décision. On a essayé d'être poli, mais il n'a pas pu se retenir après cela. Cela l'a mis en colère et il s'est approché de Métis avec indignation. Ils venaient à peine de se rencontrer qu'il se montrait déjà si grossier à son égard. Les 2 hommes commencent à parler sur un ton élevé. L'un est choqué que quelqu'un ait osé lui parler ainsi. Et On était mécontent de son indifférence, car à cause de ces fainéants, le département 9 s'était transformé en décharge. Mais tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'il a reproché à l'homme son manque de compréhension de la situation. Puis On a lancé un petit rire provocateur à son adversaire, soulignant qu'il ne connaissait pas non plus la situation de ce dernier. Cela le mettait encore plus en colère. Ses veines se gonflaient, mais il continuait à endurer. Mighty a décidé de lui poser la bonne question. Pourquoi leur équipe devrait l'accepter après tout? Après tout, Ona avait un mauvais caractère. Et en plus, sa relique n'était qu'un artefact. Il n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent que ses connaissances théoriques. Après tout, dans la division 9, on valorise davantage les compétences que les connaissances. Ensuite, il a posé une question très judicieuse. Que pouvait-il leur offrir pour qu'ils rejoignent le département? La situation devenait inquiétante et le chef DIN était en état de choc. Il ne savait pas s'il devait arrêter Mighty avant que le nouveau venu ne décide de faire marche arrière. Mais le département avait un besoin urgent de personnel. Ils se regardent droit dans les yeux et la tension ne fait que croître au fil des minutes. C'est alors que Pavenstar est entré dans la conversation et a exigé que tout cela s'arrête. Après tout,
Hong ne pouvait pas parler ainsi à son prétendu patron. Mais Mighty aurait dû se calmer et ne pas dépasser ses limites personnelles, et a suggéré une solution raisonnable pour sortir de cette situation controversée. Et pour éviter une bagarre, qu'ils organisent un examen d'entrée et que Mighty en soit la personne responsable. On était un peu mécontent d'une telle offre. Il pensait que le fait d'être diplômé de l'académie était suffisant. Mais la décision d'adhérer au parti reste toujours du ressort du parti lui-même. Le vice-chef a confirmé leurs propos. Auparavant, il était obligatoire de rejoindre l'équipe, et cette loi existe toujours. Mais, ces derniers temps, il y a trop peu de candidats, alors ils ne les ont pas retenus. Mighty est d'accord avec cette suggestion. Elle a même laissé entendre au garçon qu'il devrait peut-être faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. On pensait déjà qu'il était trop embarrassant d'être envoyé à la section Nin, mais s'il n'était pas accepté, son frère aîné le tuerait pour avoir ainsi profané l'honneur de leur famille. Son frère aîné le tuerait définitivement pour avoir profané l'honneur de leur famille, mais il n'allait pas abandonner. Comme il n'aimait pas Mighty, il a relevé le défi de le mettre dans l'embarras. Toute la troupe est sortie et, en guise d'examen d'entrée, Mighty lui a proposé de jouer à cache-cache. Il allait se cacher et c'était la responsabilité de Hon de le trouver avant que le temps ne soit écoulé. Cela semblait trop simple. Le lieu était défini comme étant la ville entière et la recherche disposait d'une période de temps égale à 3 heures. Le nouveau venu était autorisé à utiliser n'importe quelle relique, à condition qu'il puisse l'attraper. De plus, l'examinateur n'allait pas l'attaquer, mais seulement s'enfuir. 6 conditions semblaient équitables, même très favorables à Ona, mais cela ne serait clair que s'il l'attrapait. Il a déclaré que s'il gagnait, il voulait que Mighty réponde à une question qu'il se pose depuis des jours. Il voulait lui poser la question plus tard. Mais Mighty a laissé entendre qu'il ne pourrait pas profiter de l'occasion. L'examen commence dès que l'horloge de la tour indique 13 heures et que la cloche sonne. Dès que les cloches ont commencé à sonner, On s'est immédiatement jeté sur Mighty avec son épée. Il allait terminer l'examen en un instant, mais cet homme ne ferait pas partie de la 9e escouade s'il pouvait être touché aussi facilement. Il n'était donc pas difficile pour lui d'esquiver le coup. On change rapidement de position et se retrouve dans le dos de son adversaire et frappe déjà depuis cet angle mort. Chacune de ses attaques était vaine. Mighty esquivait sans difficulté chacune de ses attaques. Pavenstar est un peu surpris par son épée électrifiée, mais Emily sait qu'il s'agit d'un artefact ordinaire. L'autre fille fut un peu surprise, car On avançait assez vite, même si ce n'était pas assez. Mais pour une débutante, c'était très bien. Lorsque Mighty eut légèrement réduit la distance qui les séparait, il activa le sort. Un nuage de fumée s'éleva, couvrant toute visibilité. Avec l'aide de l'antiquité de la couronne de Sun Wukong, il a activé la technique d'autoreproduction, se clonant ainsi plusieurs fois. On était choqué. Il devait avoir entendu parler de ce type à cause de sa technique de l'histoire à l'ouest. Mighty lui a alors donné un indice, car un faux reste un faux, et s'il peut toucher l'un de ces objets, il saura immédiatement s'il s'agit d'un vrai, mais cela n'arriverait que s'il parvenait à l'attraper. Et tous les doubles se précipitèrent dans des directions différentes pour confondre le nouvel arrivant. O et Dean ont été fortement perturbés, car cela a donné un grand avantage à Mighty, bien que le territoire soit limité, mais il était suffisant. Job est le seul à avoir gardé son sang-froid. Même si Mighty était un salaud, que se passera-t-il si ce type ne peut pas réussir un examen aussi simple que celui-ci, mais qu'il est tout de même admis dans la Nin et Escouade? Il ne serait qu'un boulet. Et voici Mighty courant dans une rue de la ville en essayant de se cacher d'un nouvel arrivant. Mais On a surgi de l'ombre et il est certain qu'il va réussir l'examen. Dès qu'il l'a touchée, elle a immédiatement disparu. Ce n'était qu'une autre copie. Le type avait déjà dépensé suffisamment d'efforts, mais n'avait toujours pas trouvé la vraie. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une autre rencontre, avec le possible vrai Mighty, il l'a coincé
et il n'avait nulle part où s'enfuir. Dans cette situation, si ce type est sincère, c'est un gagnant à coup sûr. L'examinateur a regardé sa montre et s'est dit très surpris par la faiblesse de son adversaire qu'il n'a pu trouver que maintenant. Il sortit à nouveau sa relique et laissa le courant la traverser. Il était déterminé à s'en occuper une fois pour toutes. Cette fois-ci, il a trouvé le vrai, mais il n'a pas pu le frapper. Mighty activa un autre de 16 artefacts. La couronne de Sun Wukong se mit à flotter dans le ciel sur un nuage et s'éloigna de plus en plus de lui. On a commencé à crier dans son sillage que c'était trop injuste pour le premier examen, mais cela ne signifiait rien pour Mighty. Il se demandait simplement si un homme pouvait se plaindre ainsi face à l'ennemi. Les autres membres de l'équipe observaient également cette action et l'examen en général. Et ils supposaient déjà que si les choses continuaient à ce rythme, Ona n'aurait aucune chance de réussir l'examen. Même après un tel échec, le jeune homme n'a jamais renoncé à essayer d'attraper son examinateur. Il a essayé de le prendre au dépourvu en apparaissant dans les endroits les plus inattendus, en sortant même des égouts, mais rien n'y a fait. Il n'a trouvé que le reste des copies, mais le temps presse et il ne reste à Ona qu'une dernière heure avant la fin de l'examen. Il est complètement épuisé et se rend compte que s'il continue ainsi, il n'y a aucune chance qu'il le rattrape. Il commença à réfléchir à sa situation et à la manière d'y remédier. Owen ne pouvait utiliser qu'une seule relique et elle était très faible, alors que son rival avait des reliques super rares, ce qui était très décourageant. Et chaque fois qu'il y pensait, cela l'agaçait de plus en plus. Il y avait beaucoup de gens dans la ville, et il commençait à se retourner vers lui, car il avait peut-être servi dans l'unité Seven, qui était très vénérée par les citoyens. Ils ont commencé à parler de lui, et il les a immédiatement remarqués, et a alors eu un plan ingénieux. Ozé et ses amis regardaient. Ils trouvaient très étrange que Owen se soit figé comme ça et n'ait rien fait. L'homme réfléchissait à ses actions et essayait de calculer le temps. Il pensait qu'il mettrait 15 minutes à imprimer la photo et à l'emporter. La sœur et le frère de la famille de Jamie ont été très surpris. Ils pensaient qu'il avait déjà abandonné. Mais Ozé savait, il était sûr, que dans cette situation, n'importe qui d'autre se serait rendu, mais pas ce type. Il ne restait plus beaucoup de temps, mais On a décidé de tout mettre en jeu et de tenter sa chance. C'est ainsi qu'il aborde un passant au hasard pour savoir où se trouve l'endroit le plus fréquenté de la ville. Métis se cachait quelque part à ce moment-là. Il commençait à se demander si ce n'était pas devenu trop calme. Il n'avait pas vu son harceleur depuis un moment et n'avait pas reçu de nouvelles des clones. Mais soudain, tous ses doubles ont brusquement disparu. Il ne sait pas comment cela a pu se produire. Les gens ont alors semblé devenir fous et, découvrant l'examinateur, ont couru vers lui. Ils ont crié qu'il valait jusqu'à 30 millions S de pièces d'argent et ont fini par l'attraper. Con est arrivé sur la place centrale et a commencé à distribuer des prospectus portant le portrait de Métis. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une offre spéciale organisée par les autorités et que le gagnant recevrait 30 millions S pour avoir attrapé cette personne. Tout le monde s'est rassemblé autour d'eux et Ozé était très inquiet parce qu'une telle somme est très importante et qu'il se demandait si le gars serait capable d'assumer la responsabilité d'un tel mensonge. Mais il n'avait pas l'intention de tromper qui que ce soit. À ce moment-là, une voiture du service de sécurité de sa famille s'est présentée à lui et il a remis la totalité de la somme exigée. Il ne restait plus qu'à attendre le résultat, car il restait tant minutes. Métis a été ligoté et emmené directement chez le débutant, qui a annoncé les résultats et a dit au gagnant de prendre l'argent de cette voiture. Le visage de On est devenu sournois, et il s'est approché de Mighty en disant d'une voix rieuse « Waouh, qui est là? C'est l'ancien Métis. » L'examinateur, furieux, a répondu avec les mêmes mots que ceux utilisés par le novice. « Ce n'est pas juste. » On se pencha un peu et répéta les paroles de son aîné. « Parleras-tu aussi devant ton ennemi? Dean les a rencontrés
et à espérer que On avait gagné après tout. Après l'examen, ils ont remarqué qu'un gros camion de nourriture s'était arrêté, mais ils ont immédiatement pensé que l'escouade 7 était en train de s'exhiber devant eux une fois de plus. Le chef décida de remonter le moral de tout le monde et, pour qu'ils ne soient pas découragés par la pauvreté de leur escouade, promit de leur donner du curry instantané, car toute nourriture dans l'estomac est la même. Owen a constaté que ces aliments sont très gras et mauvais pour la santé. Le débutant a pensé que tous les gars commençaient à avoir faim pendant l'examen et il a donc commandé 2 camions de nourriture. Mais j'étais prêt à les renvoyer, puisqu'ils n'étaient pas contents. Les membres de l'équipe s'installent à leur place et commencent à dîner. On lui-même était choqué que la nourriture ici soit si bonne. Elle était très différente de celle de sa ville natale. Il pensait que ses aînés étaient fonctionnaires et qu'ils mangeaient ainsi tous les jours. Mais ce n'était pas le CA. C'était la première fois qu'il prenait un tel repas. Emily est gênée. Elle veut lui demander si c'est bien, parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour attraper Mighty, et maintenant un si bon dîner. Mais On ne s'inquiétait pas. S'il n'avait pas assez d'argent maintenant, il utiliserait son argent de poche. Devant tant de générosité, Dean et Jopo s'agenouillèrent devant lui, le supplièrent de rejoindre leur département et furent même prêts à lui céder la place de chef. Mighty. Bien qu'il ait mangé avec délectation tout ce qu'il voyait, il s'est opposé à leur proposition. On regarda derrière lui combien il avait réussi à manger et pensa même déjà qu'il avait changé d'avis. L'examinateur était embarrassé, mais il a continué à tenir bon. Oh a pris la défense du nouveau venu. Il s'est rendu compte que l'examen d'entrée n'était pas facile. Malgré des conditions aussi difficiles, une ville inconnue pour lui et la différence de leurs forces. Mais l'homme a su faire face à toutes les difficultés en même temps. Osé a estimé que son intelligence, son agilité et le fait qu'il ait été capable de ne pas céder à Mighty étaient suffisants pour l'accepter dans le département. C'était suffisant pour l'accepter dans le département. Après toutes ces paroles, Mighty se tourna à nouveau vers On et lui dit de ne pas rester longtemps dans leur équipe et d'être transféré dans un autre département au bout de 6 mois. De telles conditions convenaient au nouveau venu, qui n'éprouvait aucune colère, mais acceptait simplement avec un visage joyeux. Lorsque l'existence des reliques a été connue, de nombreuses personnes dans le monde entier ont commencé à rechercher des objets antiques, comme dans la mythologie européenne. De nombreuses personnes dans le monde entier ont commencé à rechercher des objets antiques, comme dans la mythologie européenne. En fait, il serait plus juste de parler de guerre que d'incident, bien que l'échelle des actions ait été réduite. Il n'y avait que 12 hommes impliqués dans cette bataille, les Titans, que tout le monde connaissait, les 12 dieux, enfants d'Uranus, le père des cieux, et de Gaïa, la mère de la terre. Ces hommes, qui possèdent les reliques des Titans, s'affrontent pour la force et le pouvoir. Les terres situées à des centaines de kilomètres du lieu de leur combat sont devenues inhabitables. Personne n'a jamais pu s'en approcher. L'issue finale de cette guerre est encore inconnue à ce jour. Personne ne sait comment elle s'est terminée, qui a combattu, qui est mort ou a survécu. On ne comprenait pas vraiment pourquoi Diane avait décidé de lui donner une leçon d'histoire, surtout au milieu de la nuit. Mais l'information est parvenue au chef que le nouveau venu voulait en savoir plus sur Osée. Les reliques qu'il possède sont dotées du pouvoir des titans, qui ont été utilisés dans la bataille par CS-12 hommes. On a été très surpris, il s'est levé et la boîte de jus de fruits est tombée par terre. Il se mit à chercher une correspondance pour ces noms, et il se rendit compte que Iapet est Apéto, Chronos est Chrone. Il s'est avéré que l'Ose n'a fait qu'abréger les noms, ce qui a beaucoup dérouté les gens. Ce garçon portait 4 anneaux d'une telle puissance. On était déjà choqué de découvrir qu'il possédait 2 artefacts, et qu'il s'agissait donc des reliques des titans. Mais il était étrange qu'il n'y ait aucune rumeur au sujet de ce garçon
parmi les humains. Dean lui explique ce qu'il sait déjà. Ose ne peut pas les contrôler complètement et chaque relique a ses propres limites. Cette énorme épée, il ne pouvait l'utiliser qu'une fois par semaine. Quant à la lance volante, elle ne pouvait être utilisée qu'avec des armes indulgentes qu'il connaissait bien. Malgré tout, sa force était impressionnante. Mais une question subsistait. Comment un simple fonctionnaire pouvait-il utiliser de telles reliques, puisque l'État les confisquait généralement? Il s'est avéré que c'était aussi simple que cela. Le fait est que personne d'autre que l'OCA ne pouvait les utiliser. Il y avait 2 façons d'entrer dans le département, soit entrer et sortir de l'académie, soit obtenir une recommandation de 3 personnes ayant un rang supérieur à celui de vice-chef ou de chef. Et l'OSE est arrivé par la 2e voie, ce qui n'arrive que très rarement. Et des fonctionnaires connus d'autres services n'ont pas réussi à contrôler les anneaux. Mais l'OSE le pouvait, et c'est pourquoi il n'y avait pas de rumeur à son sujet, afin de ne pas dénigrer leur influence et leur pouvoir. À ce moment-là, Ose lui-même est entré dans la pièce et a demandé pourquoi il discutait de cet homme dans son dos, car il suffisait de lui poser la question en personne. Il a immédiatement commencé à raconter sa vie, qu'il a grandi sans parents. Avant que Dean ne le rencontre, il vivait dans la rue. Si Horn lui avait posé la question, Oz n'aurait pas été en mesure de répondre à la question de savoir comment il avait acquis ses capacités. Il ne savait rien de leur nature, mais il était certain qu'elle était connectée à quelque chose en elle. Il ne pouvait pas l'expliquer avec des mots, mais il le sentait. Ose a rejoint le département des reliques pour découvrir la vérité et peut-être trouver les autres propriétaires de l'anneau, ceux qui lui permettraient d'apprendre quelque chose. Il est venu ici en même temps pour rendre son uniforme Ona. Mais malheureusement, il était un peu déchiré dans le dos. Il l'a également félicité solennellement pour son inscription en 9e division. Mais soudain, ils ont entendu un cri venant de l'arrière et leur chef Dean a sauté devant eux. Il tenait quelque chose dans ses mains et des feuilles de papier ont commencé à voler partout. Il a sauté directement du 3e étage. Et tout cela parce qu'il était poursuivi par le commandant du Seven et département, qui était furieux qu'il se soit faufilé et que Dean ait réussi à voler quelque chose. Quelque part dans un lieu inconnu, une affaire se tramait entre une bande de truands et une fille qui connaissait une certaine formule. 16 bandits ne la connaissaient pas par la rumeur, mais étaient assurés de la qualité garantie de S.A. Marchandises. Son visage reste inconnu. Elle se cache dans l'ombre. À contre-cœur, elle a fait ce marché, mais ne veut plus s'impliquer d'aucune manière. Mais le chef de la mafia en voulait plus. Il voulait la formule. Et peu lui importait le montant qu'elle demandait, il était prêt à payer. La jeune fille n'allait pas donner son savoir. Elle n'était pas intéressée par ces grosses sommes d'argent. Elle a simplement dit non et s'est enfuie. L'un des membres de sa bande s'est inquiété de ceux que son patron la laisse partir comme ça. Mais cet homme était persuadé qu'elle reviendrait bientôt. Pendant ce temps, dans la division 9, ils se sont mis au travail. Ils ont discuté de ceux qu'ils avaient fait de mal auparavant et de la manière dont ils s'étaient retrouvés au bas de l'échelle. Et toute l'équipe a répondu d'une seule voix, parce qu'ils sont paresseux. Et le DN a réagi comme un vrai chef. Maintenant qu'ils l'ont admis eux-mêmes, cela vaut la peine d'y travailler. Mais si c'est une raison importante, il y en a une autre. Le siège leur confiait toujours de très mauvaises missions, dont le paiement ne suffisait qu'à l'existence du service, mais pas à sa prospérité. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus à s'en soucier, parce qu'ils avaient un sponsor, M. On Youth, qui s'est engagé à prendre en charge tous les frais financiers. Il devient également secrétaire à temps partiel de la DINA et lui apporte toujours son café préféré avec de la crème et du sucre. Ce faisant, il a légèrement énervé Mighty et un autre membre de la division qui était enfermé pour avoir traité de la paperasse. Ce sont les documents que le commandant a pu voler à la 7e division la nuit dernière. Il s'agissait d'une pile de documents
contenant différentes missions plus prestigieuses que celles qu'il recevait. On prit une feuille et commença à l'étudier, mais Diane lui conseilla de prendre une mission de recherche normale. Il allait s'y atteler seul, ce qui excite beaucoup le chef. Il ne voulait pas le laisser partir seul, car il risquait d'être blessé ou tué. Et ce serait une véritable perte pour l'équipe. Il voulait envoyer 2 hommes avec eux. J'ai donc décidé de faire appel à Oza et à un autre membre de son équipe pour assurer une sécurité totale. Le papier disait que c'était le niveau C. Il fallait trouver Mayla Soro dans Hit Garden, et le paiement serait 2 clés royales. La ville de Coco Parsi était le centre de la cuisine occidentale. Mais si vous partez de Coco Parsi en direction de l'Est, vous arriverez après tout jour à Hit Garden, la ville historique de la fabrication de l'alcool. Cette ville était réputée pour sa variété d'alcool, mais en raison d'une sécheresse qui a duré 2 ans, tout a changé. Ils étaient en route pour Hit Garden, mais comme toujours, les choses ont mal tourné. Ils étaient en route depuis 1 semaine au lieu de 2 jours, et tout cela parce qu'Osé s'est tellement perdu qu'il n'a pu trouver aucun signe nulle part. Il a également essayé de faire porter le chapeau à Ona, parce qu'il n'a pas fait ses valises rapidement, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Ram ne peut qu'être d'accord avec l'indignation de On. Après tout, c'était lui le conducteur. Mais lorsqu'il a pris la carte, il a commencé à la lire à l'envers, et c'est pour la même raison qu'ils se sont perdus. Le nouveau venu a commencé à crier que, grâce à lui, sa première mission avait échoué. Mais il a été violemment frappé au visage avec un oreiller. Elle s'est fait larguer par un Mighty mécontent. Il a été empêché de dormir à cause des cris, et, pour couronner le tout, l'air conditionné ne fonctionnait pas. Osé est un peu distrait et commence à reprocher à Mighty son indifférence, puisqu'il n'a rien fait du tout depuis son départ, il dormait. C'est alors que On remarque quelqu'un sur le bord de la route. Cet inconnu a fait une chose très dangereuse. Il s'est jeté sur la route. C'était si soudain que les gars ont commencé à essayer d'arrêter la voiture par tous les moyens possibles. L'homme est tombé à quelques mètres de la voiture déjà arrêtée. Il n'y a donc pas eu d'accident. On est sorti et a immédiatement demandé si l'homme allait bien. Mais Oz a essayé d'être prudent, au cas où il s'agirait d'une sorte de fraude. Mais ce n'était pas du tout le cas. L'homme était capable de se lever tout seul et avait l'air très joyeux. Il m'a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une escroquerie, mais qu'il voulait simplement qu'on l'aide à se lever. Osé a dit qu'il le déposerait au bon endroit, pour qu'il cesse d'effrayer les gens. Il a dû le faire parce qu'il était pressé, et que 3 voitures étaient déjà passées. Il a commencé à monter dans la voiture, et a vu Mighty, il l'a salué, et s'est excusé pour ce qu'il avait fait. Mais Mighty est toujours aussi froid, et dit simplement qu'il n'est pas intéressé. Osé demande pourquoi cet homme se trouve dans une région aussi reculée. Mais il voulait simplement s'éloigner de Hit Garden et s'est perdu. L'homme a commencé à regarder l'intérieur de la voiture et a vu les uniformes des fonctionnaires. Mais soudain, quelque chose se produit à nouveau. Osé perd le contrôle et la voiture se met à tourner sur la route. Ils ont été encerclés par 2 voitures, dont l'une les a percutés volontairement. En regardant par la fenêtre, ils virent un groupe de bandits et Osé fut très irrité et commença même à se préparer à un combat. Mais ce n'était pas un hasard. Les truands ont sorti leurs armes et pointé leurs canons en direction de la voiture des 2 hommes.